merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. On va parler cette fois-ci de terrorisme. L'hydre terroriste étant à ses ailes au Sahel, Mali, Niger, Burkina, Cameroun. Où sais-je encore, les terroristes frappent et refrappent. Ils ne laissent nulle place où les kamikazes ne passent et repassent. Quelle compréhension logique peut-on avoir de l'expansion de la galaxie terroriste au Sahel? Nous abordons la question avec, j'ai envie de l'appeler, stratège géopolitique. Oh mon Dieu. Restons modestes. Freddy Nkoulikié. Monsieur Nkoulikié, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir, un grand honneur de vous avoir sur notre plateau. Vous êtes expert en gouvernance et développement, représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et centrale du Centre pour le dialogue humanitaire. Merci beaucoup, c'est un plaisir aussi. Et j'espère qu'en citoyen modèle, vous avez déjà accompli votre devoir citoyen. De toutes les façons, nous avons encore du temps, donc ça peut se faire à tout moment. Donc, puisque vous intervenez dans le domaine du dialogue en Afrique, vous ne pouvez pas vous passer de cette question terroriste qui envahit le continent. Je voudrais avoir votre compréhension du phénomène. Le fait terroriste, qu'est-ce qui le provoque selon vous? Est-ce que ce sont des individus économiquement affamés, politiquement aigris, religieusement manipulés, ou le terrorisme est simplement le pendant d'un capitalisme à tout va qui crée des frustrations ici et là? Freddy Nkoulikié, d'où vient le terrorisme? Ça serait prétentieux de resituer l'origine du terrorisme, d'autant plus que je n'en suis pas un, donc il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer. Mais ce que nous pouvons voir, notamment dans l'espace du Sahel, c'est que c'est la combinaison de tous les éléments que vous êtes en train de donner. Et ce qui est en élément, disons, déclencheur ou accélérateur, ce sont les faiblesses en matière de gouvernance. Parce que nous observons justement le développement facile de ces actions terroristes dans certains espaces où l'État n'a pas été suffisamment présent. Et lorsque vous observez la situation du Mali, lorsque vous observez la situation du Burkina Faso, ou même le Niger, mais qui a su apporter un certain nombre de réponses, on a de vastes ensembles territoriaux où la présence de l'État a été faible à un moment, et naturellement, ces groupes saisissent ces opportunités pour prendre leur place et commencer à vendre leur idéologie. Vous savez, dans l'expansion de ces mouvements, la religion vient en dernière place. Pas en première place. Du tout. Ce qui vient en avant, c'est de dire, en réalité, vous n'avez pas ça, nous pouvons vous l'offrir. En point d'eau, on vous le fait. En petit marché, on vous aide à l'animer. En petit pont, on le fait. À partir de ce moment, ils sont dans une stratégie d'apprivoiser, ou de provoquer un mouvement d'apprivoisement mutuel entre eux et les populations de ces localités. Alors, à un moment, ça sera absolument naturel. Un autre élément important, c'est lorsque nous observions l'ascension ou le déferlement djihadiste au Mali en 2012, à la chute du président ATT. Lorsque vous prenez la région de Gao, de Mopti, lorsque vous aviez le MNLA ou ces autres mouvements, le Moudjahou par exemple, qui s'est illustré, le Moudjahou particulièrement, par une application stricte de la charia. Ouais. Qu'est-ce que les gens ont dit après? Les gens ont dit, tiens, nous avons un semblant de sécurité. Donc ça veut dire que lorsque vous permettez, mais pendant ce temps, on a empêché aux gens de fumer, on avait fermé les cinémas, les salles de cinéma. Il y a quelques bras qui ont été coupés aussi. C'est la charia pour les vols. Mais les gens, à un moment, se sont dit, tiens, il y a un peu de sécurité, on peut circuler, même si certaines libertés ont été enlevées. Mais à la longue, ce n'est pas viable. C'est en effet à court terme où les gens disent, tiens, ils nous apportent quelque chose que l'État ne nous apportait pas. Nous avons également observé dans l'expansion, tout dernièrement, avec la chute du président Compaoré, il avait un dispositif de gestion de ces mouvements, à travers notamment le RSP, le régiment spécial. Exactement. Et le nouveau président, le nouveau régime, la première chose qu'ils ont faite après la tentative de putsch qui a foiré, ça a été de démanteler, mais sans une alternative pour maintenir le dispositif sécuritaire. Alors, chaque fois que ces gens observent une faiblesse en termes de présence de l'État, ils s'engouffrent naturellement.
Et c'est ce que le Niger a essayé de faire en tâchant à ce que dans les plus reculées localités de la région, il y ait une espèce de présence de l'État, avec des réponses fortes sur le plan militaire, cohérentes sur le plan politique. Mais malheureusement, le Niger est un très vaste espace. Et vous voyez la région de Difa dans le sud-est, qui est frontalier au Nigeria. Il y a naturellement des interactions transfrontalières. Vous savez que ces mouvements ignorent superbement tout ce qui est notion de frontière. Donc tout ça amène à ce que, comme vous le voyez, il y a quand même des tensions dans cette région de Difa. On a assisté à cette tentative d'attentat aux portes de Niamey. Oui. Ça montre que ces gens ont une capacité de mobilité absolument extraordinaire. Et à partir du moment où nous avons le Mali qui flanche, où nous avons le Burkina qui est absolument en zone rouge, où nous avons assisté le 1er mai à cet enlèvement dans le nord du Bénin, avec des otages très rapidement transportés de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso, ça veut dire que même au Togo où nous sommes, il faut se poser des questions et élever le niveau d'alerte. Donc nous avons la menace qui descend sur les côtes. Il y a une raison économique à cela. Avant d'aborder la raison économique, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur le facteur politique que vous évoquez. Qu'est-ce qui explique la grande faiblesse de l'appareil étatique dans ces différents pays? Vous avez cité le Mali, le Niger, mais curieusement, on constate que ces deux pays ont un niveau élevé de décentralisation. Ce sont eux qui ont expérimenté les premiers, on va dire, ce phénomène de décentralisation. Est-ce que ceci explique cela? C'était même des modèles en termes de décentralisation. Ouais. Donc il faut légitimement se poser la question. On prend le cas du Mali. Lorsqu'on a signé les premiers accords avec les mouvements Touareg, ça c'était du temps du président Konaré, en 91 et 92, la première chose des accords, je pense que c'était les accords de Kidal, ça a été de démilitariser tout le nord du Mali. Si vous démilitarisez le nord du Mali, à qui confiez-vous maintenant la sécurité du territoire et des citoyens? Donc, il ne faut pas imaginer que ce sont des phénomènes qui sont nés avec le départ d'ATT en 2012. Non, ça remonte un peu plus loin. Deuxième élément, vous avez un acteur important de ces mouvements au Mali, Iyad al-Khali. Il a été diplomate en Arabie Saoudite. Il est revenu, et quand il est revenu, il n'est pas rentré à Bamako, à l'administration centrale. Il s'est replié sur Kidal. Et aujourd'hui, il anime justement ces mouvements plutôt séparatistes. Sauf que lui ne s'exprime pas clairement sur l'objet séparatiste. Alors aujourd'hui, quand vous observez la manière dont les processus de décentralisation ont été menés, quelque part, ce n'est pas exagérature en niveau, ça a été de transférer les problèmes du centre à la périphérie. Pas les moyens ni les compétences. Exactement. Bon, à certains niveaux, on a transféré les compétences, mais lorsque vous ne transférez pas les moyens pour que justement les compétences puissent continuer à représenter valablement l'État, c'est à des choses comme ça que vous assistez. On a donc créé une espèce d'élite locale complètement déconnectée du centre parce que les moyens ne suivaient pas et qui, à un moment, devait essayer de survivre, faute de vivre correctement. Et vous comprenez qu'à certains égards, nous pouvons assister à des compromissions entre des autorités locales complètement démunies qui se débrouillent pour essayer de faire vivre un certain ordre. Et ces mouvements qui arrivent, notons que les premiers mouvements qui commencent, c'est notamment libérer des espaces pour leur trafic. Trafic de tabac, trafic d'armes, trafic d'êtres humains. Vous vous rappelez du phénomène de air cocaïne, où quand même tout un avion atterrit en plein désert et on le brûle pour faire disparaître les traces. Il faut quand même s'interroger. Donc ça démontre qu'à un moment, la question que vous posez est absolument légitime. Le processus de décentralisation dans beaucoup de pays ne s'est pas accompagné d'un mécanisme ou d'un dispositif suffisamment efficace et efficient pour accompagner, pour soutenir les autorités locales. Faire vivre l'État, faire comprendre que l'État est là d'une autre manière pour protéger le citoyen, mais l'aider aussi à savoir gérer au mieux sa collectivité sur le plan local.
Pour finir, je souhaite que le Togo, qui est en élection locale aujourd'hui, prenne de leçons sur ça. Ça veut dire que le gouvernement du Togo doit absolument, dès maintenant, prendre le dispositif nécessaire pour accompagner les nouveaux élus à partir du moment où la menace sur le Togo est réelle et sérieuse. Mais avant de revenir sur le fait économique, beaucoup évoquent aussi, ils mettent en lien la désagrégation du régime libyen, de Muammar Kadhafi, et la résurgence du terrorisme, notamment au nord du Mali. Est-ce qu'il faut s'attarder sur ce facteur-là ou simplement le minimiser? Non, il ne faut pas le minimiser. Il ne faut ni le minimiser, ni le surestimer. Le truc est qu'en 2011, lorsque Muammar Kadhafi a été tué dans les conditions que l'on connaît, la Libye est devenue le supermarché à ciel ouvert pour tous les trafiquants d'armes. Kadhafi avait cette spécialité de s'être vraiment armé, de s'être équipé. Vous vous rappelez de ce qu'on appelait la Légion verte? C'est cette légion qu'il avait créée, mais qui comprenait en réalité des légionnaires venant de tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Ce sont les mêmes qui se sont mis au service des entrepreneurs de la violence et de la guerre qui animent cette instabilité dans la sous-région. Donc c'est un phénomène extrêmement important, mais tout n'est pas de là, tout n'est pas né de là. Ça a accéléré la complexification de la situation, parce que justement maintenant, il y avait un magasin d'armes où chacun pouvait se servir à l'envie. On aurait pu y faire un tour il y a quelques années, vous et moi, pour aussi nous approvisionner si nous avions des intentions malveillantes. Donc c'est pour vous dire seulement, une fois de plus, ce qui est correct, c'est de dire à partir du moment où l'État montre la moindre faiblesse dans le contrôle du territoire, dans l'administration de ces collectivités, c'est une porte ouverte pour les aventures périlleuses du terrorisme. Une petite parenthèse, est-ce qu'il n'est pas possible de rêver, de demander des comptes à ceux qui ont provoqué la désagrégation de la Libye? Vous parlez de Sarkozy? Pas seulement, Sarkozy représentait un État. Est-ce qu'ils n'ont pas une responsabilité lourde dans qui? La France, oui, dans l'expansion de ce phénomène de terrorisme finalement qui a vous rappelez beaucoup de victimes en Afrique. Mais c'est pas encore fini, avec les dégâts collatéraux absolument invraisemblables. Il faut le souligner. Je pense qu'à un moment, il faut quand même s'interroger sur les facteurs exogènes à la crise libyenne. Aujourd'hui, nous avons le même problème avec la rivalité entre Khalifa Haftar et Faiez el-Sarraj. Le 4 avril, alors que le dialogue allait commencer 10 jours plus tard, pendant que le secrétaire général des Nations Unies était à Tripoli, le général Haftar a lancé sa dernière offensive. Et aujourd'hui, il est en déroute dans certaines localités. C'était sur inspiration notamment de certains acteurs externes à la Libye. Ouais. Il faut donc s'interroger. Ouvertement la France de soutenir. Absolument. La France a essayé d'expliquer sa position sans convaincre tout le monde. Vous avez vu qu'il a rencontré le président Macron il y a quelques temps. Il faut absolument que le dialogue soit repris en Libye. Le Centre pour le dialogue humanitaire avait soutenu les consultations en Libye pour la préparation de ce dialogue. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut continuer à travailler. La responsabilité des acteurs externes est aujourd'hui une réalité. D'ailleurs, le représentant spécial Hassan Salamé l'a spécifié à son dernier passage au Conseil de sécurité à New York. On est à la veille d'une conflagration, si rien n'est fait pour arrêter cela. Qu'est-ce qui doit être fait? C'est notamment arrêter les influences externes qui deviennent à la longue nuisibles à la recherche de la paix. Que vient de faire le général Haftar maintenant? C'est de s'attaquer aux intérêts libyens, plutôt turcs, parce que ce sont des soutiens supposés à Sarraj. Ça mène où? Il faut s'interroger, mais il faut pointer de manière claire la responsabilité de ces acteurs externes. Il y a un mouvement, effectivement, pour demander des comptes à l'ancien président Sarkozy, et vous avez vu qu'aujourd'hui, il rêve de revenir à l'Élysée. Bon, reste à savoir si ça pourra se faire. Avec la sortie d'un document qui est en train de faire des vagues. Alors, vous étiez en train de nous parler des facteurs économiques du développement de la galaxie terroriste. C'est vrai que ces mouvements terroristes se développent sur des terreaux de pauvreté, aussi bien au Mali, au Cameroun qu'au Nigeria.
la pauvreté, on va dire, favorise le développement rapide de... Alors, il y a aussi un autre facteur qui est lié au changement climatique. Ah bon? Absolument. Parce que quand je regarde l'écran, je vois la carte de l'Afrique et ça descend du Sahel vers... Regardez la manière dont le désert s'étend. Hein? Donc, la pression sur l'accès aux ressources pousse ceux qui les recherchent à descendre vers les pays côtiers. Et ces gens qui recherchent les ressources, notamment les éleveurs, ils ne viennent pas avec de petits bâtons de berger ou avec le sourire aux lèvres. Ils viennent armés. Et ce n'est pas pour embrasser les gens qu'ils vont retrouver dans les villages s'il y a un quelconque blocage pour l'accès aux ressources. Donc, il y a cette pression liée au changement climatique qui pousse à rechercher les ressources là où ils sont. Là, j'ai pris juste le cas des éleveurs, mais même en termes de production agricole, la ceinture de sécurité est en train de descendre sur la côte. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour gérer cette pression qui devient importante sur les pays côtiers? Donc, ça, c'est le facteur économique, un des facteurs économiques, de dimension économique dont l'on parle le moins, mais qui est absolument important et qu'il est utile, voire urgent, d'aborder. Maintenant, de manière très structurelle sur le plan économique, c'est normal. Vous savez comment ces gens recrutent? Ils vont dans des villages où les gens sont effectivement pauvres. La pauvreté monétaire est une réalité dans beaucoup de nos régions en Afrique de l'Ouest. Ils donnent une moto à un jeune, ils lui donnent un téléphone portable et une arme. Alors, que voulez-vous qu'un jeune qui n'a jamais eu accès à ça fasse dans son milieu? D'abord, il devient une référence et un facteur social peut-être périphérique mais important. Dans cette configuration de jeunes où chacun veut impressionner, on impressionne par quoi? Le statut attire notamment les jeunes filles autour d'un, donc il devient quelqu'un. Alors lorsque vous devenez quelqu'un dans un océan de néant, vous pouvez vous imaginer ce que vous pouvez faire. Tous ces gens savent à quel coin on peut aller voir le recruteur et comment il faut lui parler. Donc, il vous donne la moto, il vous donne du carburant pour la moto, une petite pécule pour faire des envieux. Après, vous devenez un petit roitelet là dans votre contrée et le discours maintenant va suivre. Entre le moment où on recrute le futur kamikaze et le temps où il passe à l'action, on estime à peu près entre 10 et 18 mois. Mais qu'est-ce qu'il coûte ce type? Moins de 2 000 €. Ça veut dire que la vie de quelqu'un a été aussi grandement dévalorisée. Vous pouvez vous rendre compte. Donc, c'est un point important, mais ça n'explique pas tout. Oui, mais au-dessus des djihadistes, il m'a été raconté que des bourses sont offertes pour des études supérieures dans des pays insoupçonnés où... aux djihadistes qui sont morts. Oui, non. À cœur joie, les jeunes Africains postulent pour ces bourses, les gagnent et vont se radicaliser et reviennent avec des idées. Combien sont déjà revenus? Voyez l'identité de ceux qui se font exploser. Dites-moi à quel moment ils ont été à l'école. Le danger, effectivement, c'est que nous avons un certain nombre d'écoles coraniques, certains madrasas, qui donnent leurs cours seulement en arabe. Donc, vous avez des jeunes qui sortent de l'école coranique avec une parfaite maîtrise du Coran, des saintes écritures, mais en arabe. Vous ne pouvez même pas les employer à la fonction publique de leur pays parce qu'ils ne parlent pas les langues officielles, soit le français et des langues locales, soit l'anglais et autres. Ça, je pense que c'est un point sur lequel il faut aussi travailler. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce cursus, qui est important en termes d'encadrement, puisse se faire sans doute dans les langues que l'on... Mais ça, c'est un autre débat, mais il faut l'aborder de manière absolument décomplexée. Donc, le danger est là. Je ne pense pas que nous ayons beaucoup de ces jeunes, encore que vous le dites si bien, on vous l'a raconté, il faudrait peut-être rechercher, qui vont dans ces écoles supérieures pour venir faire ce que nous voyons. Non. Non, pas faire, mais pour manipuler, pour faire la propagande de l'État islamique. Je pense que nous avons des gens qui le font mieux que ceux qui vont à l'université apprendre comment le faire. Pour ça, on n'a pas besoin d'un PhD pour savoir manipuler les gens. Et vous allez voir que ce qui est dramatique d'ailleurs, ce ne sont pas ceux qui ont fait les grandes écoles qui manipulent. Ce sont les, je mets les guillemets,
les semi-intellectuels, qui sont des lumières dans un océan, dans les ténèbres. Ces semi-lettrés qui font semblant de tout savoir et qui ont aussi la facilité de communiquer. C'est eux qu'il faut craindre. Ce ne sont pas ceux qui ont été... Non. Déjà, les hautes études, ça ne prend pas quelques mois, ça dure des années. Oui. Donc, c'est de vous dire qu'il y a un échelon intermédiaire dont il faut s'occuper que de ceux qui vont à ces études. Et sur ce facteur économique, il faut verser ce mauvais business que constitue le terrorisme. Vous l'avez évoqué un peu, mais derrière l'idéologie djihadiste, il se cache quand même un business mafieux. Vous savez, il faut quand même avoir les moyens de sa politique, même si la politique est mauvaise. Donc, ça veut dire, pour entretenir tout ce monde, il faut des revenus. Ces revenus, c'est à travers ces trafics illicites, illégaux, tout ce que vous voulez. Trafic de tabac, c'est un des trafics les plus anciens. Trafic de drogue, avec des revenus absolument faramineux, où ça vous permet une liberté d'action telle que personne, vous devenez intouchable. Quand vous parliez, si je reviens en arrière sur la question de la décentralisation, ce que ces mouvements ont fait, on l'a vu notamment au Nigeria, c'était d'exploiter le pétrole de manière illicite. Vous vous rappelez des épisodes de transbordement sur l'Atlantique, devant la façade béninoise ou togolaise, transbordement illicite pour revente. Tous ces moyens servent à quoi? C'était notamment à acheter les protections dans les structures de défense et de sécurité et de justice. Donc ces gens achètent des complicités ou des protections. Et à un moment, ils vont essayer de noyauter tout le système de telle sorte qu'ils peuvent opérer dans certaines localités de manière absolument impunie. Donc c'est là où le problème se pose. La façon dont il faut gérer le potentiel de corruption ou de corruptibilité des agents publics. Ça fait aussi partie de ce maillon du dispositif complet de lutte contre soit les extrémismes violents qui virent aux attentats, à ces actions terroristes. Vous avez évoqué aussi le trafic d'êtres humains, plus connu sous le nom gentil d'otages. Mais on ne l'évoque pas souvent. Ces rançons faramineuses versées à des groupes... Ça va encore. Mais le trafic d'êtres humains, tout ce qu'on appelle migration aujourd'hui, ça veut dire que je peux venir faire le malin à Lomé, recruter des jeunes qui me versent chacun à peu près 10 000 euros pour les faire traverser vers l'Europe, en terre d'Éden. Alors maintenant, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que ceux qui ont fait cela les font traverser des pays où, à un moment, ça devient difficile lorsqu'il y a perception d'un danger. Soit on les abandonne au mieux, soit on les élimine, parce qu'ils deviennent encombrants. Alors, ce sont ces gens aussi qui sont une source de revenus pour ces groupes. La question des otages, elle est plus complexe, plus compliquée à gérer, parce que ça implique les États. Le dernier sujet, ce sont les derniers otages pris au Bénin, libérés au Burkina Faso, sur intervention des forces spéciales françaises. Si elles n'étaient pas intervenues, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'on aurait négocié une rançon ou quoi? De toutes les façons, les rançons sont toujours versées, ça. C'est un secret de polichinelle. Où vont ces milliards donnés sous forme de rançon? Mais ils vont dans les poches de ceux qui les reçoivent. C'est aussi simple que ça. Je pense que la question est de savoir qui reçoit ça finalement. C'est ça. Le destinataire final des rançons, c'est qui? C'est notamment des chefs de Katiba qui après vont essayer d'organiser leur affaire. Ils achètent des motos. Comment les acheter? Il fallait voir le Moudjao à Gao, le MNLA ailleurs. Ces gens avaient des moyens. D'où tirent-ils ces moyens? Ça veut dire que ce sont de ces trafics. Donc, toutes ces rançons, à partir du moment où elles sont payées, elles vont nourrir ces mouvements pour qu'ils puissent poursuivre leurs actions. Est-ce que ces mouvements ne se nourrissent pas également d'une forme de mécontentement suscité par le pouvoir central, le pouvoir politique? Non, plus que ça, c'est du sentiment d'abandon
qu'ont les populations. Le Centre pour le dialogue humanitaire avait mené une étude sur quelques pays où on a découvert, en des sujets importants, c'est ce sentiment que les citoyens des zones périphériques, par rapport au gouvernement central, se sentaient abandonnés par l'État. Donc c'est ça qu'ils se disent, ok, c'est ce que je vous disais, vous avez besoin d'un pont? Oh, cher ami, je vous le fais. Cher frère, au nom de la Oumma ou la Jama Islamia, on vous fait ça. Vous avez un problème de soins de santé, un petit centre de santé, les soins sont gratuits. Nous nous organisons pour qu'au moment de la prière, vous ayez à manger, etc. Mais à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, mais au moins celui-ci répond aux besoins élémentaires que j'exprime. Mais ce qui est important, je ne suis pas en train de stigmatiser une religion, je suis en train d'expliquer ce que nous avons constaté. Donc c'est ce sentiment d'avoir été abandonné par l'État central. Par ailleurs, lorsque vous parcourez les Écritures saintes, le Saint-Coran, c'est l'amour que l'on prêche. C'est l'attention à l'autre. C'est la considération fraternelle de l'autre différent. C'est comme les extrémistes chrétiens de l'autre côté, où chacun essaie de trouver une faille pour expliquer à sa manière ce qu'il a compris dans les Saintes Écritures. Donc c'est là où entre en jeu la manipulation. Mais le mécontentement, c'est de manière générale vis-à-vis de l'État qui a abandonné ses citoyens. C'est-à-dire que la transition entre l'État jacobin, géré de manière centralisée, en État décentralisé, où on a transféré les compétences sans transférer les moyens, quelque part, quelque chose n'a pas bien marché. Et c'est pour ça que je disais, ceux qui passent à la décentralisation aujourd'hui devraient prendre la peine d'analyser ce qui ne s'est pas bien passé ailleurs. Et pourquoi, Freddy Nkoulikié, les réponses apportées par les différents États, ces réponses semblent inefficaces pour le moment? Si nous prenons le cas du Mali, nous avons quand même la MINUSMA, une force onusienne forte de 13 000 hommes. 13 000 hommes. On vous a dit que la MINUSMA est venue se battre au Mali? De toutes les façons, c'est sa mission, la MINUSMA. Et puis la force nouvelle du G5 Sahel, ça fait 4 000 hommes. La MINUSMA n'est pas venue se battre au Mali. Et là, en mandat robuste, renforcé, parce qu'il est sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, cherchez-moi où ils se sont battus en offensive. Nulle part. Ils sont souvent en défensive. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles d'engagement des troupes de certains États. Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est ça qu'il faut dire en réalité. Donc ne pensez pas, ne vous asseyez pas ici en pensant qu'il y a des gens qui vont envoyer leurs troupes aller mourir pour ça. Mais on a vu quelquefois la force Barkhane dire qu'ils sont... Barkhane, ce n'est pas la MINUSMA. Barkhane, c'est une force française au service du Sahel. Et je pense aussi que les moyens de Barkhane, lorsque vous devez mobiliser les forces spéciales, vous mettez des moyens supplémentaires. Donc, ce n'est pas tous les matins qu'ils vont déployer les forces spéciales pour sauver des gens. Je pense seulement qu'il y a d'abord une fausse des attentes exagérées de ce que ces missions peuvent apporter. G5 Sahel n'a pas encore commencé à produire ses effets parce qu'il y a encore des difficultés de mobilisation de fonds. Je pense que là où ce que vous dites est absolument vrai, c'est que les réponses sont d'autant plus inefficaces que l'option strictement militaire ne porte pas du simple fait que ces différents pays ont des armées faibles. La réponse au terrorisme n'est pas l'addition des faiblesses des armées nationales. Donc ça veut dire que de l'autre côté, le plan B, ou s'ils font un plan combiné, c'est d'appuyer la force militaire prêtée par la MINUSMA, Barkhane ou G5 Sahel par des dispositifs internes de dialogue renforcés au niveau des communautés. Parce que c'est au niveau des communautés aussi que nous observons justement ces phénomènes de manipulation. Le reste n'est que chimère, n'est que rêve. Le président de l'Union africaine, ou en tout cas on va dire l'ex-président, parce qu'il vient de passer la main au président nigérien, il estime, Paul Kagame, que ces aides venues de l'extérieur du continent... Là, vous parlez de la CEDEAO ou de l'Union africaine? De l'Union africaine, hein. Oui. Voilà, le président de l'Union africaine, il dit des aides venues de l'extérieur du continent peuvent parfois compliquer encore plus les problèmes. Ce qui est merveilleux, c'est que nous avons eu un excès de bonne volonté sur le Sahel, à telle enseigne que nous avons 17 stratégies différentes, divergentes, parfois concurrentes, pour lutter contre le même objet, contre le terrorisme. Ça ne peut pas marcher comme ça.
il faut un moment que l'on s'asseye, que l'on fédère et que l'on coordonne mieux. Donc ça veut dire, c'est là où je vous disais, les réponses doivent être d'abord nationales pour comprendre la manière dont les communautés elles-mêmes peuvent agir. Parce que vous savez, en fin de compte, comment est-ce que ces gens opèrent? Ils pénètrent d'abord les communautés locales. Donc la réponse devrait être apportée à partir des communautés locales. Ce qui m'a préoccupé, c'était d'entendre les autorités maliennes, par exemple, ne pas reconnaître la gravité des massacres que nous avons observés dans le centre, en traitant cela comme une excroissance du phénomène que nous observons dans le Sahel. Ce qui se passe est hautement préoccupant, parce que ça peut conduire à des incidents intercommunautaires plus graves. Donc ça, il faut justement s'asseoir et voir comment on peut traiter au niveau des communautés ces problèmes. La difficulté que nous avons, c'est de deux ordres. Un, est-ce qu'on peut dialoguer avec les djihadistes? Justement, ça c'est une question qui est ouverte. Deux, on a peur d'accepter que quelque chose se passe au niveau des communautés parce qu'on n'a pas su utiliser de manière positive la pluralité des communautés. Il faut positiver l'existence des communautés et voir les interactions et les synergies qui peuvent être développées. La question du dialogue avec les djihadistes devient une question d'éthique. Lorsque nous voyons les gens au Mali, au Burkina Faso, au Niger, des gens disent « mais nous les connaissons ces gens, il faut s'asseoir et accepter de dialoguer avec eux ». Lorsque vous parlez à certains intervenants extérieurs, ils vous disent « c'est une question de morale, ces djihadistes, ces porteurs de mort, on ne leur parle pas ». Qui est-ce qu'on doit prendre en compte pour décider à qui on parle ou à qui on ne parle pas? Que doit-on faire à partir du moment où on n'a pas les moyens nécessaires pour apporter cette riposte définitive et fulgurante contre ce phénomène djihadiste, terroriste? C'est ça les questions qui sont posées aujourd'hui. Donc je pense que de manière décomplexée, il faut que les pays sahéliens, auxquels il faut maintenant associer les pays de la côte, l'initiative d'Accra, qui comprend la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso, je pense qu'il faut mutualiser les efforts pour faire en sorte que les populations aujourd'hui soient partie prenante de cette affaire, mais de manière intelligente et efficiente. Oui, pourquoi, selon vous, cette réponse coordonnée tarde à pointer le bout du nez? Est-ce que c'est parce que les différents États n'ont pas encore compris la gravité du phénomène? Je pense qu'il y a certains scrupules, notamment à traiter cette question dont nous parlions, des rapports entre le centre et la périphérie. On veut garder nécessairement l'origine des réponses au niveau du centre, en se disant si on amène ça à la périphérie, on risque de perdre quelques pouvoirs. Je pense qu'il faut absolument décomplexer cette discussion. Deuxièmement, nous avons pléthore d'acteurs extérieurs, dont chacun a un agenda qui parfois ne correspond pas à l'agenda interne des pays. Donc à partir du moment où je vous parlais des 17 stratégies sur le Sahel, à un moment qui se neutralise. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas trouver une réponse correcte si on n'implique pas les acteurs qui sont finalement les premiers concernés, qui meurent, qui souffrent. C'est d'abord les populations de ces pays. Donc comment est-ce qu'eux-mêmes imaginent la question à ces phénomènes, la réponse à ces phénomènes? Je serais intéressé à comprendre aujourd'hui comment le citoyen de la région de Soum au Burkina, le citoyen de la région de Tillabéri au Niger, de Mopti au Mali, des savanes au Togo en termes de prévention ou du nord du Bénin. Comment est-ce qu'il aborde cette question? Quelle est la réponse qu'il imagine? Quel est son rôle? Donc ça veut dire qu'il faut les impliquer davantage et développer de plus en plus des concepts de sécurité communautaire où on essaye d'engager les leaders locaux, tout ce qui compte en termes locaux, pour un élan renouvelé en termes de réflexion sur la sécurité communautaire, la sécurité partagée. Donc ça veut dire que vous souscrivez en grande partie pour ce que disent beaucoup, qu'il n'y a pas de réponse militaire à la question terroriste. Elle n'est pas suffisante. Elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. Donc il faut l'accompagner par un dispositif politique, un dispositif de dialogue extrêmement renforcé. Donc on ne peut pas tout mettre dans le calache.
Vous voyez ce que ça nous rapporte au Mali depuis combien d'années aujourd'hui? On va faire une décennie en essayant de comprendre, de lutter contre des terroristes qui aujourd'hui sont devenus plus forts que les États. Donc tout a des limites. Et je pense justement qu'à un moment, lorsque la guerre dure longtemps, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens maintenant qui vont se contenter de vivre de la guerre parce que ça leur apporte quelque chose. Donc il faut éviter qu'il y ait des rentiers de ces situations anormales. Deuxièmement, il faut éviter que les citoyens s'accoutument à l'anomalie de la guerre contre les djihadistes. Troisièmement, quand une guerre dure longtemps, ça ouvre nécessairement la porte à des exactions. On l'a vu dans certains États du nord du Nigeria, où justement, à un moment, il y a eu des exactions et les populations commencent maintenant à en vouloir aux forces de défense et de sécurité. Il ne faut quand même pas retourner la population qui va perdre confiance en l'État, alors qu'elle réclamait la présence de l'État, justement. Donc, c'est l'équilibre qu'il faut essayer d'établir. C'est pour ça que je dis, la réponse militaire est absolument indispensable, puisque c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime. Au lieu de la solution militaire, hein, et si on renforçait, en préparant cette émission, c'est ce que m'a dit quelqu'un, si on renforçait les pouvoirs de la police, parce que le problème vient du fait aussi que nous avons dans les différents pays des citoyens qui ne sont pas maîtrisés, les identités ne sont pas connues. Ça fait partie de tout le dispositif de défense et de sécurité. Donc l'un ne peut pas... Et vous allez vous contenter juste de contrôler les identités? Et si on attaque une localité, vous faites quoi? Oui, mais au moins si les individus étaient connus, tracés, c'est plus facile. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, la menace est là. Vous allez maintenant soumettre tout le monde au contrôle d'identité? Non, mais c'est vrai. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas du tout strictement militaire. Il faut un dosage de tout le dispositif de défense, les militaires, de sécurité où on a la police. Et il faut jouer sur la prévention. Le rôle des communautés, comme vous le savez, le rôle des communautés, c'est notamment être des maillons importants de la chaîne de l'alerte précoce. Qui donne le renseignement? Ce sont les communautés. Qui cache ces gens? Ce sont les communautés. Donc ça veut dire que si vous les engagez positivement, ou vous leur donnez toute la place qui doit être la leur, ça doit participer à une meilleure maîtrise de ce phénomène. Donc c'est vraiment un panachage de tous ces éléments qu'il faut opérer. Faut-il compter sur les puissances extérieures pour résoudre ce problème, ou dans quelle mesure on peut leur faire appel? Bon, je pense que dans un premier temps, il faut savoir ce que les gens veulent avant de faire appel aux autres. Sachez où vous pouvez arriver pour dire à l'autre, venez parce que vous allez m'aider à faire ce pas-ci. Mais si vous voulez maintenant que tout soit fait et vous êtes observateur, ne vous étonnez pas que vous ayez 17 stratégies au Sahel qui n'arrivent pas à contenir la menace terroriste, l'expansion djihadiste. Oui, vous avez parlé plusieurs fois d'une action coordonnée. Beaucoup de présidents africains l'ont dit. Le président sénégalais aussi estimé qu'il fallait développer des solidarités, mais également des synergies en matière de renseignement, de coopération sécuritaire. C'est d'abord la dimension prévention est absolument fondamentale. Deuxièmement, le renseignement. Vous ne pouvez pas mener une lutte, même dans la vie quotidienne. Si vous voulez mieux vous positionner sur la scène sociale, il y a un certain nombre d'informations dont vous avez besoin. Si vous ne les avez pas, vous n'allez nulle part, n'est-ce pas? Donc, ça vous montre la manière dont c'est important à ces niveaux de disposer d'un certain nombre d'éléments de renseignement. Donc, les pays doivent avoir des plateformes d'échange de renseignements qui soient d'abord très efficientes, très ouvertes entre les pays. Ça veut dire que la confiance entre les pays doit être absolument fluide, et cela va permettre de mettre beaucoup de moyens sur la prévention. Le reste, tout ce qu'on dit, police, ça peut jouer dans la prévention, mais les militaires, c'est juste pour la réaction. Le mal est déjà fait. Donc, n'allons pas jusque-là. Ou essayons de corriger le tir. Donc, il y a aussi des mesures correctives qu'il faut prendre. Mais ce que je comprends, ce que j'ai déduit de votre éclairage au cours de cette émission, c'est que la réponse ne doit pas être une stratégie à court terme,
Il faut s'asseoir, développer une réponse, quitte à prendre beaucoup de temps. Hein. Une réponse. Alors, il y a naturellement le fait qu'il faut agir très vite. C'est là où on doit engager des moyens militaires, au moins pour recentrer autour de l'État. Il ne faut pas que l'État soit affaibli, ce qui va avoir des dégâts sur le long terme. Ça, c'est à court terme, c'est ce qu'il faut faire. À moyen et à long terme, il faut même refonder les systèmes de gouvernance de nos pays. On a trop centralisé les choses, ou on a mal décentralisé. Mais il faut comprendre ce qui peut être les valeurs que partagent les communautés pour partir de là. Donc la manière de gouverner doit aussi évoluer. Aujourd'hui, nous venons de faire à peu près 3 décennies dans une Afrique post-Labol, post-conférence nationale. L'Afrique de demain doit se construire de quelle manière? Je pense que la question est ouverte et va toucher notamment aussi ces domaines sécuritaires. Donc je pense que sur le moyen et le long terme, c'est la manière d'organiser les systèmes de gouvernance de notre pays qui est posée. La question est à ce niveau là-bas. Mais à court terme, il faut déjà sauver les États. Il faut arrêter l'hémorragie parce que les États sont en train de s'affaiblir. Lorsque vous perdez une armée, l'armée c'est le symbole de la puissance dans l'État. C'est pour ça que vous voyez Trump courir le monde pour essayer de réaffirmer la puissance américaine. Vous voyez ce qu'il investit en termes militaires. Vous avez entendu Macron rappeler que la puissance de la France va se gagner en accroissant les investissements dans le domaine militaire. Donc, quelque part, le renforcement d'une armée, pas pour massacrer les populations, mais pour défendre le pays. L'armée, c'est notamment pour défendre l'intégrité du territoire dans le pays. Mais pourquoi ce renforcement a du mal à se faire dans certains pays dont la menace est quand même visible? Et vous prenez le cas du Mali. Pourquoi en 10 ans, 15 ans, l'armée malienne n'arrive pas? Je vous ai dit, à partir du moment 1, pour vous citer le Mali, vous voyez ce qui s'est passé depuis 91, la première rébellion Touareg. Je vous ai dit, un des compromis, c'était de dégarnir les fronts nord. Vous voulez qu'il se fasse quoi? Oui, mais ils ont quand même une quinzaine d'années. Les éléments de défense ont été perdus. Maintenant, 2, nous avons eu le passage des programmes d'ajustement structurel. C'était quoi? Le slogan, c'était d'arrêter d'investir dans des domaines non productifs. C'était tout ce qui est systèmes sociaux, tout ce qui est éducation, et on a dit on doit diminuer les dépenses militaires. En réalité, on a dénudé les États. L'État est devenu comme un roi nu. Et voilà les problèmes aujourd'hui qui sont posés. Chaque fois, on dit il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école, et on ne se sent pas protégé. C'est ça aujourd'hui les revendications de ces populations où les djihadistes font la loi. Donc ça veut dire que si l'État était de nouveau présent de manière efficiente, pas pour faire peur, mais pour dire l'État, c'est vous, l'État, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il faut reconstruire la confiance entre le citoyen et l'État. Et là, ça ne prend pas 3 jours ou 3 heures. Il ne suffit pas de nous regarder dans les yeux, il faut que nous passions le temps pour rétablir cette confiance qui a été perdue. C'est pour ça que je parlais du moyen et du long terme. Mais l'urgence, c'est de sauver les États. Quand vous prenez des États forts ou une démocratie renforcée? Mais pour te renforcer, il faut déjà être fort. Tu renforces ce qui est déjà fort. Qu'on arrête de faire vivre des États virtuellement. À partir de ce moment, si tu es en bonne santé, tu peux te consolider, te renforcer. Aujourd'hui, comme je vous le disais, il faut arrêter l'hémorragie, il faut arrêter l'affaiblissement continuel des États. Après, on pourra parler d'autres choses. Merci Freddy Nkoulikié. Le Centre pour le dialogue humanitaire, dont vous êtes le représentant spécial en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, est-ce que vous vous investissez beaucoup pour apporter des réponses à votre manière aussi? Absolument. Nous avons des programmes importants au Mali, au Burkina, au Niger sur ces questions. Nous avons sur la République centrafricaine où nous opérons, sur la région des Grands Lacs. Et je pense que vous avez lu la presse. Nous sommes en train de travailler avec le gouvernement suisse sur la question camerounaise. Donc il faut absolument, de manière modeste, concrète et coordonnée avec tout le monde, essayer d'apporter des solutions à des questions complexes. Mais une fois de plus, la responsabilité première, c'est celle des États africains. Et c'est en cela qu'il est important de revisiter, comme je vous le disais, tous ces systèmes de gouvernance pour asseoir une paix qui soit partagée, qui soit comprise par tout le monde. Freddy Nkoulikié dans ces zones. Merci mon père.
Merci, mon fils. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans une dizaine de minutes, les programmes se poursuivent. Donc, juste après cette nouvelle pause journal.